bien, bienvenue sur ce webinaire. Je regarde le compteur. Hop. Alors, on devrait être une centaine aujourd'hui. Je vois le compteur qui augmente. Ce qu'on va faire, c'est que comme ce webinaire est enregistré, ça continue d'augmenter. Je vais commencer par me présenter. Comme ça va faire venir les retardataires et on va pouvoir débuter. Jack, donc bienvenue sur ce webinaire. Comment éviter les erreurs de recrutement grâce à la personnalité. Notre souhait aujourd'hui, c'est de partager avec vous, entre autres, un outil et une méthodologie pour justement recruter par rapport à la personnalité. Donc, je vois aujourd'hui, on se connecte de toute la France. Excellent, cabinet, entreprise, RH, chargé de recrutement. Donc, on va pouvoir discuter à tout moment. Vous pouvez, dans l'onglet discussion, poser des questions. Et si je peux y répondre, ce sera avec plaisir sur le sujet. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle donc Sébastiano. Je suis le dirigeant cofondateur de Me and My Boss, qui est un cabinet de recrutement avec un concept de recrutement assez original. Je vais en reparler en deuxième partie. Et si vous voulez en savoir plus, bien sûr, on reste connecté sur LinkedIn. J'ai un parcours d'une vingtaine d'années dans le recrutement, ex-DRH. J'ai créé un premier cabinet et cette startup Me and My Boss en 2013. Donc, on est plus sur le hub que sur le start, parce que ça fera bientôt 10 ans. Et on développe un réseau de franchisés dans le domaine du recrutement. Et aujourd'hui, on a des recruteurs présents un peu partout en France. Et du coup, on recrute dans tous les secteurs d'activité, suivant nos recruteurs et leur spécialité. Voilà, je vois qu'on dépasse la cinquantaine. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse mes coordonnées qui sont visibles ici et sur mon profil LinkedIn. Et vous allez voir rapidement que je suis un passionné. Donc, plus on échange, plus je serai content, même en dehors de ce webinaire. Alors, c'est parti. Les constats sont assez simples. Il y a énormément à la fois d'études qui sont sur le web. Vous pouvez même, j'ai essayé avec ChatGPT d'avoir un peu plus de chiffres pour voir. Le recrutement est un domaine assez opaque, mais on vient sur le coût d'une erreur de recrutement. C'est assez simple à calculer. On peut le faire de manière unitaire dans les entreprises. Il suffit de prendre un salaire chargé, de le multiplier. Généralement, c'est au bout de 2-3 mois, voire des fois 6 mois, qu'on se rend compte que la personne, c'est une erreur de recrutement pour différentes raisons. On va y revenir juste après. Mais du coup, on prend un salaire chargé qu'on multiplie par 3 mois ou 6 mois, plus la formation, plus le temps passé, plus s'il y a des avantages, des véhicules ou autres, si c'est un statut cadre, cadre sup, encore, le prix augmente, même explose, va jusqu'à 200 000 sur certaines structures. Et je marque financier et humain parce que souvent, quand on parle d'erreur de recrutement, on oublie de parler du côté humain, qui est extrêmement dur, puisque même quand on développe une entreprise, quand on recrute, on est là pour embaucher des gens, pour faire grandir et non pas pour virer des gens. La majorité quand même, c'est ça, et donc pour prendre du plaisir. Et sur des études, on retrouve des études qui datent d'il y a 10 ans quand même, sur Harris Interactive ou autre, Career Builder, où 60% des employeurs européens, CAC 40 et autres, ont déjà commis des erreurs. Et je trouve, il n'y a pas d'études, mais c'est un ressenti par rapport à tous les recrutements qu'on peut faire en France. Ce que je vois, ce que je perçois auprès des entreprises qui nous consultent, c'est qu'en plus, il y a un mélange, un melting pot de générations qui fait que on arrive à de plus en plus d'erreurs de recrutement là-dessus. Je continue, donc je vais échanger avec vous pendant à peu près 30 minutes et après on aura pendant 15 minutes le loisir de répondre à des questions, sauf si je peux y répondre tout de suite. Les erreurs sont dues à manque d'évaluation des compétences techniques, donc ça c'est assez typique, c'est-à-dire on se cache, on se voile, on se dit la personne sait faire ça, et on n'a pas fait soit de prise de référence, soit vérifié. Ça peut être du développeur, ça peut être de la comptabilité, ça peut être énormément de choses, mais je vais passer assez rapidement là-dessus puisque ça, on peut y remédier assez facilement. Et un manque d'analyse de la personnalité. On parle de personnalité ou compétences comportementales. Compétences techniques, compétences comportementales, c'est extrêmement important. Et souvent, les erreurs viennent de là, c'est-à-dire qu'on prend des personnes qui ont les compétences techniques et on se dit: «Il sait faire, il sait, manier un CRM, il sait prospecter, il sait, faire du closing, sur la vente, il sait, faire du lean», et cetera et cetera, et on en oublie, de vérifier ou évaluer la personnalité. Ce qui fait que quand la culture est différente, la manière de penser, le comportement, on met cette personne dans l'équipe et ça pose un gros souci. Qui vient aussi à une non-participation de l'équipe souvent, et je le vois encore, hein, des personnes qui sont recrutées pour des managers, alors que le manager,
limite n'a pas son mot à dire ou le voit à la fin. C'est hallucinant, je trouve, mais il y a encore des pratiques comme ça où on ne fait pas participer l'équipe justement au recrutement. Les process qui sont soit trop courts, soit trop longs. Trop courts, hein, on prend un risque colossal et énorme, mais je vois des personnes qui, par rapport à ce qu'on appelle le recrutement au feeling, ah, je le sens bien. Si, si, cette personne-là, il faut que je la recrute. Ou à l'inversement, trop long avec des process à rallonge, parce que souvent on a peur de se tromper. Donc c'est 3, 4, 5 entretiens et on perd le candidat, hein, clairement, parce que derrière, ben, on n'est pas assez réactif. Une fiche de poste mal formulée, on va y revenir juste après, et un manque d'analyse, un manque d'adéquation avec la culture d'entreprise. De plus en plus, c'est ce qu'on perçoit avec on parle beaucoup de marque employeur, marque employeur, marque employeur. Ça fait quelques années qu'on voit ça et que en ce moment, c'est en train de prendre de l'ampleur. Mais il y a des marques employeurs qui sont très marketées. Ça veut dire que on déguise un peu son entreprise pour paraître cool, hein, pour essayer d'attirer, de capter des personnes. Et quand elles rentrent dans l'entreprise, eh bien, elles s'aperçoivent que c'est pas ce qu'on leur a vendu sur le papier et ça pose de gros soucis, bah, surtout des erreurs de recrutement. Et ça, je trouve qu'on le voit. Je rappelle que la marque employeur, c'est montrer à l'extérieur comment on est à l'intérieur sans cacher ni mettre d'artifice. Si on pense que oui, mais on n'est pas comme ça, en étant sincère, on va attirer les gens qui nous ressemblent. On va pas attirer tout le monde, on va attirer les gens qui nous ressemblent. Donc, c'est comment on montre à l'extérieur comment on est à l'intérieur de manière véritable. Donc, ceci étant dit, souvent, à la base, les erreurs en termes de compétences comportementales sont dues à un manque justement d'analyse ou sur une fiche de poste de la personnalité. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vous de montrer un outil qu'on a développé, qu'on a créé et que vous pourrez utiliser si vous voulez, vous pourrez télécharger. L'objectif, c'est de partager. On a une forte culture du collaboratif et je vais vous montrer cet outil. Cet outil s'appelle le Job Description Canva. Alors, l'objectif, c'est sur une seule et même feuille, alors ça peut être sur un paperboard ou autre, ou un écran, qu'on puisse écrire une fiche de poste, plutôt que se palucher 3-4 pages sur une fiche de poste avec le niveau hiérarchique. Non, là, l'objectif, c'est de pouvoir, même en équipe, via un système de post-it, échanger et faire un regard à 360 degrés sur un poste. Alors, je vous le montre dans son ensemble, mais on va focaliser forcément sur la personnalité. Ce job description Canva, c'est quoi? Ça veut dire qu'au milieu de la feuille, titre du poste est recherché, on va mettre justement cette personne-là, commercial, chargé d'affaires, directeur administratif et financier, assistant administratif, etc., etc. Et en fait, sur ce type de poste-là, on va partir sur la droite déjà. Ça, je vais passer rapidement parce que ce n'est pas le but d'aujourd'hui, mais on va demander au manager ou à la personne les missions et ratios de temps, c'est-à-dire qu'on va imaginer la personne si elle arrive le lundi matin, qu'est-ce qu'elle fait à son poste exactement. On va se projeter. Donc ça, c'est un remplacement et la personne, on va lui demander qu'est-ce qu'elle fait exactement pour rentrer dans le détail. Et à partir de là, on va lister en fait. Et si vous le faites en équipe, il y a des post-it qui sortent, eh ben, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a une relation transverse là-dessus. Et une fois qu'on a mission et ratio temps sur la droite, on va pouvoir en extraire les savoir-faire requis, compétences obligatoires pour le poste, et savoir-faire bonus, c'est-à-dire il faut qu'il sache parler italien, espagnol, ça serait un plus, etc., etc. Je ne vais pas revenir trop là-dessus, mais ça permet cet exercice, juste ça, je vous assure, de détecter des fois des tâches qu'on n'avait pas identifiées et de se dire, tiens, le fait de projeter concrètement la personne au quotidien, ça amène énormément de savoir-faire requis qu'on n'avait pas. Si on le fait en équipe, c'est encore mieux. Donc, ça, c'est la partie droite. Ensuite, si on arrive au milieu, et je vais zoomer dessus, on va faire un 360 cette personne qui va être recrutée, ce candidat ou cette candidate qui va être en compte les savoir-faire attendus, les valeurs compatibles. Je veux dire. Et en dessous, aujourd'hui, vous administrez avec
ou financement. Est-ce qu'il y a des métiers connexes qui peuvent se rapprocher de la recherche initiale? On va regarder ça. Et puis, on va statuer date d'embauche, type de contrat, statut, particularité. Et j'ai été P en élan. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que c'est revenu normalement? Oui, la session est enregistrée. Est-ce que ça a revenu normalement ou ça toujours? Ça va un peu mieux? D'accord. Ah, j'ai une connexion Wi-Fi. Est-ce que vous m'entendez bien désormais? Un peu mieux, un peu mieux. Oui, OK. Bon, je vais continuer. Cette session est enregistrée, je suis navré du, du bug. Donc, vous n'hésitez pas à me mettre en discussion si à un moment donné, vous ne m'entendez pas ou s'il y a un souci là-dessus. Donc, je vais faire un zoom sur ce job description Canva sur la page du milieu. Vous avez le titre du poste recherché. Voilà, Elieu. Ce qui m'intéresse de faire, c'est de voir qui va être le super hiérarchique de cette. Des fois, c'est un rôle transversal. Et on va y extraire la personnalité du responsable. C'est extrêmement. Est-ce que la personne est directive? Hop, ça rebug. Bon, c'est dingue ça. Alors, je vais juste changer de connexion tout de suite. Exactement. Donc, vous allez me voir figer pendant quelques secondes. Je vais changer de, de connexion. Voilà, j'ai changé de connexion. Est-ce que désormais, vous m'entendez bien? Est-ce que c'est correct entre de connexion maintenant, désormais? C'est pas me dire en discussion, c'est pire. Oh là 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 là. J'ai pas de chance, dis donc. C'est déjà GPT, c'est GPT qui nous parle. On vous attend. Bon, très bien, on vous entend. C'est beaucoup mieux, c'est moi, ça va. Ok, bon, bah, je vais continuer. Je suis vraiment navré de ces erreurs techniques, ça arrive des fois, d'habitude ça m'arrive mieux. Chez moi c'est beaucoup mieux, c'est ton plat qui fait interférence. Merci. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis dans mon fauteuil, c'est pas un manque de respect, c'est simplement que je suis blessé. Je me suis fait une blessure au rugby, donc j'ai un genou qui est fracturé. Et donc je suis pendant 3 mois dans mon canapé. Donc voilà, ceci étant dit, ça me permet de régler cette connexion. Donc je continue. Sur le type de poste recherché. Donc on va évaluer les personnes qui sont au-dessus des supérieurs hiérarchiques, à savoir quelle est sa personnalité. Est-ce que c'est quelqu'un d'assez directif, froid, plutôt convivial, qui aime bien. Alors on peut s'appuyer aussi sur la personnalité, sur les couleurs. On y reviendra sur un autre webinar, à savoir est-ce que c'est quelqu'un qui est pilote, qui est plutôt dans la médiation. C'est extrêmement important parce que imaginez ce candidat ou cette candidate va être en relation au quotidien ou très régulièrement avec ce responsable hiérarchique. Donc il faut que ça colle, il faut que ça soit compatible. En dessous, vous allez faire un dessin à 360, et encore une fois, si on le fait en équipe avec des post-it, avec qui cette personne va être en contact. Je prends un poste d'assistanat, par exemple, de direction, eh bien, la personne peut être en relation avec les différents managers des différentes équipes, avec les clients, avec les fournisseurs, avec le PDG. Et là, on va sortir des mots-clés de personnalité. Eh bien, avec les clients, il faut avoir le sens du service, il faut avoir la gestion émotionnelle, être capable de prendre de la distance, etc., etc., etc. Et donc, on va en extraire des traits de caractère, ce qui va être extrêmement intéressant, puisque derrière, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on a rempli tout ça,
ça. Soit on le fait tout seul, encore une fois, ou en équipe. On va partir sur la gauche du Job Description Canvas et on va en extraire les savoir-être attendus. La personnalité, savoir-être, savoir-faire, je ne reviens pas dessus, il y a beaucoup de RH là sur le webinaire. Eh bien, on va prendre les personnalités et attitudes attendues. À partir de là, on va prendre des mots-clés et on va les marquer. Et vous allez voir, ça coule de source. Quand on fait l'exercice, c'est d'une évidence. Il y a des mots-clés. Ah bah oui, mais il faut que la personne soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et à partir de là, on va repartir sur la gauche. Et si les valeurs de l'entreprise ont déjà été travaillées, eh bien, on va se remarquer ces valeurs. C'est extrêmement important. Sur les valeurs, par exemple, souvent, il y a des incompatibilités et on passe au travers pendant l'entretien parce qu'on ne pense pas à soit poser les questions ou dans le descriptif, en fait, quand le candidat parle de ses expériences professionnelles, eh bien, il y a certaines valeurs qui sont touchées et si on ne les a pas travaillées ou marquées avant pour se les imprégner, eh bien, on passe dessus et forcément, ça fait une erreur de recrutement après quand la personne est en poste. Je prends l'exemple typique qu'on peut retrouver, qui est le collaboratif ou le collectif. À l'inverse, le côté individualiste. Chez les commerciaux, je prends des stéréotypes, hein, moi vous voulez pas, mais c'est pour vraiment faire comprendre. Souvent, on a des commerciaux qui vont être très individualistes. Et donc, ils vont aller vendre coûte que coûte, limite à n'importe comment, mais pas loin. Eux, leur objectif, c'est de scier du monde commande pour toucher leur com. Et après, souvent, certains, on va leur dire: «Ouais, tu as signé, mais là, tu as fait une ristourne ou là, tu as signé comme ça, tu as signé ça, tu as pas bien fait les choses» et il va répondre: «Moi, je m'en fiche, moi, mon job, c'est de faire signer les bons de commande. Après, le reste, c'est à vous de gérer. C'est pas mon job à moi de, gérer derrière la livraison, la mise en place et tatati et tatata». Et bien là, on est sur des personnes qui sont individualistes, qui sont pas dans le collectif ou le collaboratif, et si les valeurs, justement, de l'entreprise, c'est de jouer sur le collaboratif, et bien ça crée un sacré problème et souvent, ça crée des erreurs de recrutement avec un manager qui, derrière, essaye de pallier à cet individualisme en appelant tous les jours ce commercial, en disant il faut faire attention à ci, faire attention à ça, et puis le commercial, ça l'agace et il s'en va. Donc, quand on a fait, je reviens juste là-dessus, un 360 des personnalités qui vont entourer le candidat avec des mots-clés et des mots-clés qui vont revenir. Ici, on les passe sur la gauche, personnalité, attitude et valeurs compatibles. Eh bien, tout ça, on se marque ça sur une feuille au préalable quand on va faire l'entretien en face à face ou en visio avec ces mots-clés pour les avoir à l'esprit. Et au moment où vous allez ce qui est assez marrant, c'est au moment où vous allez faire l'entretien et poser certaines questions et voir le parcours du candidat, eh bien, il y a des mots-clés qui vont ressortir et vous allez cocher, tiens, bah, ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà, ah, là, et vous allez avoir des questions qui vont naître de manière totalement naturelle, justement sur ces savoir-faire, personnalités et valeurs compatibles. Là, je vous remets ce document-là. Si vous êtes intéressé, vous pourrez le télécharger, forcément, on vous l'enverra. C'est un exercice assez sympathique à faire en atelier avec des équipes, encore une fois, quand il y a des besoins en recrutement. Donc, on part du milieu et on va sur la gauche pour avoir la personnalité et la valeur compatible. Ceci étant dit, voilà, j'avais envie d'échanger cette partie-là avec vous. Deuxième partie, c'est comment on fait via un process de recrutement et je vais vous partager notre méthodologie pour vous montrer comment, via la personnalité, on peut déjà déceler avant de regarder le CV. C'est ça qui nous fait, je vais utiliser un terme, kiffer, prendre du plaisir dans le recrutement, pour évaluer ça. Je vous montre, c'est un instant à la fois promo, hein, je ne veux pas me cacher derrière ça, de vous montrer comment on fait, mais c'est aussi le côté passionné recruteur. C'est comment on fait vivre une expérience au candidat pour trouver justement l'adéquation avec la personnalité. Ok, ouais, on vous fait suivre ça derrière le job description de Canva. Comment on fait vivre une expérience? Donc aujourd'hui, vous le savez, vous avez l'offre d'emploi classique, entreprise en pleine croissance, recrute son super candidat, et puis derrière, vous avez des personnes qui vous disent quelque part, quand on te demande encore de l'aide de motivation, vous disent ce que vous avez envie d'entendre, parce qu'en fait, ils vont regarder votre site internet. La dernière fois, j'ai assisté à une conférence quand j'étais encore valide, là, avant ma fracture, et ça me faisait rire parce que des étudiants qui expliquaient que sur leur premier job, ils allaient sur le site internet de l'entreprise, ils relevaient les valeurs, ils notaient ça sur un bout de papier, et après, ils écrivent un message, je suis comme ci, je suis comme ça, en rapport avec les valeurs. C'est facile, on vous dit ce que vous avez envie d'entendre, comme ça, on a des entretiens.
Donc, ça m'a fait sourire, mais c'est un peu ça. Nous, ce qu'on propose, c'est on fait l'inverse. On joue à l'entreprise mystère. En plus, cabinet de recrutement, à la base, hein, on cachait l'identité de l'entreprise et puis on révélait au candidat l'identité que si on pensait qu'il y avait adéquation. Bien là, nous, on joue à l'entreprise mystère via un système digital et on propose au candidat un parcours découverte. C'est-à-dire que quand il voit soit notre offre d'emploi, soit sur les réseaux sociaux, on l'interpelle avec un visuel, vous irez voir si vous êtes intéressé. Et quand il clique, on lui propose de jouer un petit jeu, même si le mot jeu est un peu exagéré. On lui dit, voilà, on vous pose 5 questions. Une question, en échange de votre réponse, vous avez un indice sur l'entreprise et le poste. Et au bout de 5 indices, tada, on vous dévoile l'identité de l'entreprise et vous nous dites si vous avez envie d'aller plus loin ou pas. En fait, ce côté curiosité humaine est assez génial parce que humainement, on a envie de savoir qui l'entreprise qui se cache derrière ce poste. Et on a tendance à croire qu'il faut postuler en un clic. C'est faux, c'est faux. On a été programmé par les sites emploi pour dire qu'il faut postuler en un clic. En postulant en un clic, on a les soucis qu'on a aujourd'hui. On a du ghosting, on a des personnes qui répondent plus après ou qui postulent en un clic, qui balancent des CV et quand on les appelle, ils ne savent plus où ils ont postulé. Et on a remarqué que les meilleurs candidats, c'est ceux qui font un minimum d'efforts. C'est les personnes qui allaient se renseigner, regarder l'entreprise. S'il fallait faire de la lettre de motivation, bah, ils le faisaient. Ou sinon, ils n'étaient pas vraiment en recherche d'un poste. C'est-à-dire cliquer, c'est pour voir, on n'est pas vraiment prêt à partir. Donc nous, on part du postulat de se dire, il faut faire un effort. Et donc, on propose ce parcours, en fait, digital, voilà, 5 questions, 5 indices. Et en fait, je vous montre ces 5 étapes, juste pour bien comprendre l'aspect psychologique. Ce n'est pas un questionnaire, ce n'est pas un formulaire. En fait, on fait passer le candidat dans 5 items qui va se révéler. C'est un peu une lettre de motivation déguisée, mais comme il ne sait pas qui il a en face, il ne va pas nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Je m'explique. Au départ, notre défi a été de faire rentrer dans la conversation le ou la candidate. Donc, c'est de se dire, voilà, il y a le côté curiosité humaine. Qui c'est qui se cache derrière ce type de poste? Enfin, quelle entreprise, je veux dire, qui cherche un profil comme le mien? C'est-à-dire, si je suis, par exemple, encore une fois, je prends le stéréotype du commercial, chargé d'affaires B2B dans le recrutement, et que je vois chargé d'affaires B2B dans le recrutement dans ma ville, je vais me dire, mais qui c'est qui recrute quelqu'un comme moi? Et les faire rentrer dans la conversation, au départ, c'était de leur dire, de parler du moi de leur histoire. Donc, racontez-nous quelque chose qui n'apparaît pas dans votre CV et en échange, on fera de même. Et là, on voit des personnes qui racontent. Alors, certaines sont assez, se disent, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que je vais dire là-dedans? Donc, beaucoup se livrent énormément. On est assez épaté de la masse d'écriture qu'il peut y avoir, puisque en fait, les personnes, d'habitude, n'ont pas un espace de communication. Et là, elles peuvent se livrer. Donc, on a tout type d'écrits. Ça peut être, voilà, j'ai suivi mon conjoint ou ma conjointe par rapport à un changement de poste et je viens de la région parisienne pour aller en province, ou ça peut être après tant d'école, où aujourd'hui j'ai fait le tour de tel secteur d'activité et je suis en recherche d'eux, ou je suis en veille par rapport. Donc, les personnes se livrent énormément et on commence déjà à avoir des indices sur la personnalité. Je vous assure, c'est extrêmement parlant. Ce qui nous fait vraiment plaisir, c'est arriver aux 5 réponses quand on les lit et qu'après on regarde le CV et qu'on présélectionne la personne et que cette phrase arrive de l'entreprise et nous dit: «Oh, si j'avais regardé que le CV, ben, j'aurais jamais présélectionné cette personne». C'est ça qui est génial et c'est là qu'on voit la limite du CV, la lettre de motivation. La deuxième situation, la deuxième question en fait, et vous voyez qu'il y a un peu moins de monde en haut qu'en bas, parce qu'il y a des personnes qui arrêtent le parcours et on le fait la promesse que s'ils ne vont pas au bout, personne ne saura jamais qu'ils sont rentrés dans ce processus. L'objectif est de garder la confidentialité, parce que comme c'est une entreprise mystère, imaginez, ça n'arrive pas, enfin, ou très très peu, mais imaginez si vous postulez dans votre propre entreprise, ça serait quand même dommage. Donc, étape numéro 2, c'est on projette la personne sur le poste. Imaginez que vous êtes, voilà, un lead manager. Vous devez faire de l'amélioration continue sur les différents services en rôle transversal. Vous avez carte blanche pour vous organiser. Comment vous faites? Eh bien, on va voir en fait la personne, comment elle va réagir, comment est-ce qu'elle va proposer, si elle vient du milieu, pas du milieu, si elle utilise des mots-clés ou à l'inverse, si elle vient d'un milieu connexe, elle va proposer des fois de nouvelles idées. Donc, c'est hyper intéressant et hyper révélateur, encore une fois, sur la personnalité. On voit tout de suite les candidats qui fonctionnent. Ben moi, par exemple, je fonctionne comme ci, comme ça, ou je vais faire ci, je vais faire ça. Et ça révèle une personnalité. À partir de là, c'est là que clairement, on a des personnes qui arrêtent le système parce qu'elles se disent c'est pas fait pour moi. Quand elles découvrent l'indice 2, elles découvrent la fiche de poste avec un écrit parlé. Merci d'avoir joué le jeu, avant tout, vous en dire un peu plus. Et là, on va rentrer nous dans le détail, c'est-à-dire le lundi matin, d'où notre job description de Canvas juste avant.
le lundi matin, on boit le café tous ensemble en équipe avec Olivier. On lâche des prénoms pour humaniser la fiche de poste et on va rentrer dans le détail. Et la personne, soit elle nous dit waouh, ça c'est fait pour moi, ça m'intéresse, ou soit bah non, c'est pas fait pour moi, et tant pis, on aura fait connaissance, mais elle va arrêter le parcours. À l'inverse, quand on a la personne qui est dedans, on passe à l'étape 3 avec les valeurs ajoutées. Donc, je vois vos questions et il s'appelle question de job avec le chiffre 2. L'apport mutuel, on se dit, tiens, aujourd'hui, voilà, vous avez vu le poste, vous connaissez notre histoire. Si vous venez chez nous demain, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter en termes de personnes, de valeur ajoutée? C'est hyper important. Donc, on a les plus jeunes qui nous disent mon sourire, mon smile, ma personnalité. Justement, donc on en parle aujourd'hui. Inversement, les entreprises, on leur pose la question, donc qu'est-ce qu'on met dans cet indice 3? Qu'est-ce qu'on écrit? Et figurez-vous qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui fait qu'un candidat va venir chez vous et pas chez votre concurrent? Les experts comptables, hein, ce sont mes amis, mais par exemple, ils ont du mal avec cette question parce que je leur dis, qu'est-ce qui fait qu'un comptable va venir chez vous et pas chez votre concurrent? Eh bien, des fois, c'est donc on va aller creuser l'ADN de l'entreprise. Est-ce que vous faites des séminaires? Comment vous gérez la carrière? Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution? Est-ce que c'est une entreprise à taille humaine? Est-ce qu'il y a des business units à taille humaine? Est-ce que voilà, etc. Est-ce que tout le monde peut s'exprimer? On va passer tout ça en revue. L'étape 4, c'est la plus fun, c'est-à-dire que c'est une phase de séduction pour créer un lien humain, parce que le digital, les algorithmes, tout ce qu'on a mis a tendance à créer un fossé entre le candidat et l'entreprise. Et bien là, on va prendre une question dite à la Google, on en a tout un catalogue, hein. On en propose à l'entreprise celles qui veulent. Ça peut être, demain, vous êtes un super-héros, quel serait votre super pouvoir, par exemple? Et on explique aux candidats que des membres de la direction vont y répondre aussi. Les fameux, dans le job description Canva, les fameuses personnes qui sont autour du futur candidat ou candidate. Et ce qui est assez marrant, c'est que donc, le candidat, un peu surpris, répond à une question insolite et découvre Olivier, le dirigeant, a répondu ça, Sylvie, la dirigeante, a répondu ça. Et là, il y a un capital sympathie qui s'installe, puisque humilité, il joue le même rôle. Donc, il y a tout type de questions. Hein. La réponse n'est pas forcément parlante, et sauf sur certaines. Des fois, il y en a une, par exemple, c'est vous êtes dans un couloir, il y a un éléphant au milieu, vous voulez passer de l'autre côté, comment vous faites? Je vous assure qu'on a des réponses assez magiques de personnes qui vont dire je sors mon téléphone, je vais sur YouTube, je mets une vidéo d'une souris pour lui faire peur. On a eu tout type de réponses. Et figurez-vous que c'est le premier sujet de discussion après pendant l'entretien. C'est-à-dire que quand on a l'entretien en face à face ou en visio, après on dit j'ai bien aimé votre réponse, ça m'a fait beaucoup rire, voire sourire. Et donc, à cette étape-là, on va révéler le nom de l'entreprise sous une formulation. Si vous avez googlisé nos prénoms, et ainsi de suite. Vous avez sûrement deviné qui nous sommes. On met le nom de l'entreprise et détection de la motivation à la fin. Maintenant que vous savez qui on est, est-ce que vous avez envie d'aller plus loin? Et si oui, pourquoi? Et là, dans cette réponse, souvent, on a en fait tout simplement le candidat ou la candidate qui va reparler de sa personnalité. Vous avez l'air de fonctionner comme ça, comme ça, comme ça, et ça me plaît parce que je fonctionne aussi comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et quand on revient tout simplement à notre mode de fonctionnement et ce qu'on a fait au démarrage, eh bien, on voit l'adéquation. Et c'est ça qui est génialissime, c'est que sans rencontrer la personne, je vous assure que déjà en présélection, on a un état de voir si ce qu'on avait vu au départ sur le job description de Canva et après ce que la personne a écrit va correspondre. Bien entendu, ce type de présélection, ce système-là, ne fonctionne pas avec tous les postes. Il y a certains profils, comme les électriciens, les plombiers ou autres, n'ont pas envie de te poser et d'écrire ou de répondre à un parcours en 5 étapes. Mais on a énormément de métiers qui fonctionnent merveilleusement bien, justement, là-dessus. Donc, une fois qu'on a fait ça, tout simplement, on va, après avoir une démarche tout assez classique, qui est de prendre la personne au téléphone et de lui proposer un entretien de recrutement. Voilà, si je résume ce qu'on souhaitait partager avec vous aujourd'hui, au-delà de vous parler de tests de personnalité, des couleurs, des différentes personnes, ça pourra faire l'objet d'un webinaire si vous le désirez par la suite, mais on voulait partager ces 2 outils-là, le Job Description Canva que vous pourrez télécharger et ce parcours candidat. Voilà, ça fait 30 minutes que je fais un monologue.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous dis, malgré les bugs? J'espère que vous avez pu entendre tout ce que j'ai pu échanger avec vous. Est-ce que vous avez des questions, justement, par rapport à ça ou des problématiques que vous avez vécues en termes de personnalité sur, sur vos recrutements? Alors oui, Elodie, ouais, ça s'appelle question de job, tout à fait. Vous pouvez dans l'onglet discussion me poser des questions. Hop, c'est parti. Est-ce que prennent le temps de répondre aux questions? Oui, 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 c'est la grande surprise. C'est souvent, quand on propose ça à des entreprises, c'est de leur proposer de vivre, en fait, tout simplement, le process et ils sont assez étonnés, heu et souvent ont hâte de rencontrer certains candidats, là-dessus. Est-ce que vous avez une estimation du nombre de profils avant, après? Alors, je vais faire une réponse de Normand, ça dépend. Solène, en fait, c'est, oui, suivant les profils. Si on recrute, par exemple, sur la France pour, dans le domaine de l'ameublement, pour des magasins de meubles, par exemple des vendeurs ou des directeurs de magasins. Là, on a un flux de candidats assez, colossal, hein, et on a un taux de transfo, qui est enfin de personnes qui rentrent au-delà de 60, au-delà de 60. Après sur, plus on a de spécificités dans la fiche de poste, c'est quand je dis spécificité, c'est par exemple, si vous cherchez un commercial qui est spécialisé dans, le froid, par exemple, ou eh bien là, on va, avoir moins de candidats à l'entrée et après sur, s'il faut découcher par exemple toute la semaine, ils vont arrêter à la deuxième question. Nous, la force, c'est de dire après aux candidats, «Pourquoi vous avez arrêté?» «Parce que je découche pas 3 nuits par semaine». Mais on va faire remonter l'info, c'est ce qui va nous permettre. Donc c'est pour ça que je fais une réponse de Normand, ça dépend vraiment de, de la spécificité du poste et quand on recrute, en fait, on va faire une étude au préalable pour justement, pouvoir avoir des infos et dire: «Est-ce qu'il va y avoir du monde, peu de candidats et comment ça va se passer?» Heu, Avez-vous des anecdotes concrètes où la personnalité a vraiment posé problème dès le début? Oui, Léa, par exemple, je vais prendre un poste de contrôleur de gestion. Contrôleur de gestion, donc un service de comptabilité interne à un grand groupe, hein. Ils étaient 12, donc un DAF, directeur administratif et financier, avec des comptables. Il cherchait un contrôleur de gestion et il a adoré notre outil parce que, il dit: «On a tout le temps l'image, nous, les comptables, d'être, tristes, de pas trop parler, d'être dans notre coin alors que nous, c'est pas du tout ça. On a un service, on mange souvent ensemble, on fait des sorties» et cetera. Et il dit: «Votre outil, on va pouvoir montrer ça derrière, sur l'ambiance, sur, la question insolite», et il avait créé eux-mêmes une question insolite, hein, qui était de dire, «Demain, vous devez organiser un défilé de mode dans nos bureaux. Quel serait le thème et pourquoi?» Et tout ça, demander ça à des contrôleurs de gestion. Et on en a, 2 qui, ont commencé et ont quand même validé leur candidature, mais dans la réponse à la question insolite, on dit: «Écoutez, moi, je suis là pour bosser, pas pour m'amuser, donc je ne répondrai pas à votre question». Et ce directeur financier m'a dit: «Mais merci Sébastien, on a gagné un temps fou parce qu'en fait, ces personnes-là, correspondaient pas, tout simplement, à notre mode de fonctionnement». Donc c'est un petit détail, mais c'est pour les réponses peuvent être très, révélatrices. Et je reviens dessus, très rapidement, hop, je reviens tout de suite dessus, juste là-dessus. Le job description de Canvas, donc c'est une feuille. L'objectif, c'est d'avoir en une seule et même feuille un visuel, un peu comme le business model Canvas. Quand on crée une entreprise avec la valeur ajoutée, à qui on le vend, comment on fait pour le vendre et cetera. Là, c'est la même chose sur la fiche de poste. On a voulu faire, sur une seule et même feuille pour pouvoir même le faire en équipe via des post-it. C'est-à-dire qu'on va mettre le titre du poste au milieu et la première démarche va être de dire: «OK, on va partir sur la droite du document, mission et ratio temps. Qu'est-ce que la personne va faire du lundi au vendredi ou du mardi au samedi? Comment ça va se passer? Est-ce que quand elle arrive à son bureau, est-ce qu'elle, basiquement check ses mails? Est-ce qu'elle fait son administratif le lundi matin et le vendredi après-midi? Et c'est quoi dans l'administratif? Est-ce qu'on utilise un CRM? Est-ce qu'on communique par Slack? Est-ce que ça veut dire que derrière, il va en ressortir des savoir-faire requis sur la droite, l'extrême droite? Par exemple, utilisation des outils digitaux, aisance dans, la capacité assis. Est-ce qu'il faut écrire beaucoup, donc pas de faute d'orthographe, et cetera, et cetera. Et on va avoir des savoir-faire aussi, bonus,
Par exemple, être capable de parler italien, espagnol, comme je disais tout à l'heure, ou maîtriser tel logiciel 3D par rapport au poste. Une fois qu'on a fait ces compétences, ce savoir-faire, on va revenir au milieu sur le titre du poste et à 360 degrés, autant sur les responsables hiérarchiques au-dessus et les personnes qui vont entourer la personne en bas, on va analyser les différentes personnalités. Et souvent, moi, je demande, voilà, la personne va être avec qui en contact, avec un tel, un tel, un tel, un tel, ok, comment ils fonctionnent en termes de personnalité. Si vous deviez, en 3 mots, me décrire leur personnalité, c'est quelqu'un qui est assez rentre-dedans ou à l'inverse, qui est extrêmement dans la médiation, et je vais noter ces mots-clés, ce qui va me permettre de partir sur la gauche, c'est à savoir être attendu, la compatibilité. Si on a quelqu'un qui est très pilote, il faut quelqu'un qui soit capable d'accueillir l'info, d'être dans l'opérationnel et donc de ne pas être dans la proximité émotionnelle, c'est-à-dire à l'inverse, la distance émotionnelle, quelqu'un qui est trop dans l'émotion. Donc, on va ressortir des savoir-être en termes de personnalité. Et on va mettre à l'extrême gauche des valeurs compatibles. Tout simplement, on va noter les valeurs de l'entreprise, si elles ont été travaillées, c'est tant mieux. Les valeurs, normalement, guident le comportement au quotidien. Quand un client nous demande ça ou ça ou ça, si on s'interroge par rapport aux valeurs, elles ne sont pas dans les valeurs, on doit être capable de dire non. C'est ce qui nous guide dans nos actions au quotidien. Et ensuite, en bas du document, vous avez la partie administrative là-dessus. On va vous possibilité de télécharger et bien entendu, si vous voulez qu'on échange dessus, ce sera en tant que passionné avec plaisir. Dans un processus de chasse, est-ce que cela vous semble pertinent? Alors, dans un processus de chasse, je vais y arriver, hop, ce qui est, je joue en même temps avec la messagerie. En effet, il doit être davantage séduit. Donc, ça demande en fait du message ultra personnalisé. C'est-à-dire que notre système, les profils qui sont en recherche active, c'est assez simple, vous allez sur tous les sites d'emploi. Il faut avoir une offre teasing bien ficelée, bien travaillée. Et comme en plus on met jouer à 5 questions, 5 indices, tester une nouvelle méthode de recrutement, on arrive à capter des gens qui sont en recherche. Ensuite, vous avez des gens qui sont en veille. Alors, soit ils sont en veille active, ils sont assez faciles à capter, entre autres LinkedIn depuis le Covid, forcément augmente, mais vous avez raison, sur des profils extrêmement courtisés, ils en ont marre des messages, parce qu'il y a des messages qui sont automatisés, qui sont balancés à la mitrailleuse, et donc ils ne répondent plus. Donc là, c'est un message ultra personnalisé, chasse, qui va jouer sur l'ego. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, vous avez tel profil, vous devez être sûrement très demandé. J'aimerais avoir votre avis sur cette nouvelle méthodologie de recrutement qui consiste à découvrir l'entreprise pas à pas, une découverte mutuelle et avoir votre avis, ce que vous en pensez, vu que vous êtes… Voilà. Et en jouant sur l'ego, les personnes vont commencer le parcours et si on a été bon dans le ciblage et en plus dans l'entreprise, quand ils découvrent l'histoire, le poste, parce qu'on en dit beaucoup plus que dans une offre d'emploi, parce qu'on met même des photos, hein. On met des photos, on cache le logo, eh bien la personne des fois dit « Ah bah écoutez, je n'étais pas forcément en recherche, mais là, ce que j'ai vu, on a même cette phrase une fois qu'on nous a sorti, j'ai l'impression de faire une infidélité à mon patron, je ne m'attendais pas à ça et je ne connaissais pas cette entreprise. » D'où nous aussi, c'est offrir une chance à tous, autant côté entreprise, une TPE qui n'a pas le pouvoir d'un grand groupe, et bien avec notre système, peut attirer des super profils puisqu'on le fait découvrir de l'intérieur. Dans mes problématiques actuelles, je cherche à me démarquer sur un métier pénurique et très local en agence. Est-ce que cela peut s'adresser à des structures plutôt TPE situées géographiquement partout en France, plutôt profils plutôt commerciaux ou chargés de clientèle? Alors notre outil, on l'a développé au démarrage en 2013 pour les TPE. En fait, on a un logiciel qu'on partage derrière avec l'entreprise pour être transparent, parce qu'on nous reprochait en tant que cabinet de ne pas être transparent, de ne pas savoir ce qu'on faisait exactement. Et bien là, en fait, on partage vraiment tout, on montre tout le flux de candidats pour amener une transparence totale. Et cet accompagnement TPE, c'est pour ça qu'on a différents forfaits, vous pouvez les voir sur notre site. On a même affiché les prix, on n'est pas au pourcentage du salaire brut annuel, on a des prix suivant le niveau en fait, d'accompagnement que l'entreprise désire, ce qui nous rend accessible à la TPE. Et depuis à peu près 2 ans, on a des grands comptes qui nous demandent d'utiliser notre système pour justement recruter en masse, on va appeler ça comme les Québécois peuvent le dire, mais sur toute la France. Et comme on a en plus des recruteurs indépendants qui ont rejoint notre structure Me and My Boss, eh bien, on peut travailler ensemble, en collaboratif, en collectif, pour recruter pour les entreprises. Mais il faudrait que je vois exactement le poste, mais il est clair qu'aujourd'hui, pratiquement tous les postes deviennent de plus en plus pénuriques. En quoi la personnalité du manager doit être compatible avec l'un des membres de ses équipes? Alors, pourquoi? Je vais mouiller ma chemise, David, en parlant du pourquoi.
c'est parce qu'on a tendance en tant que recruteur à voir la personnalité, c'est-à-dire des managers qui aujourd'hui, je pense, et ce que je dis n'a que moi, Sébastien No, qui a une grosse problématique de management en France. Il faut aujourd'hui faire des formations, surtout pour intégrer la nouvelle génération et être capable de la manager. Et donc, on a beaucoup d'entreprises, des managers qui n'ont pas été formés au management et qui vont manager suivant leur personnalité. Le manager qui sait manager, qui a été formé, bien entendu, dans ces cas-là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une compatibilité personnalité, puisque la personne sait comment manager et doit mettre sa personnalité de côté et à l'inverse doit faire grandir son collaborateur ou sa collaboratrice. Mais c'est sincèrement de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le marché, et on gère en tant que recruteur, il y en a plein ici qui sont sur le webinaire, une frustration colossale quand on trouve un candidat en adéquation et qu'une fois qu'il est intégré, ce qu'on appelle le onboarding, derrière, ça ne se passe pas génialissime, pas très très bien, et pour des choses assez basiques, et parce que souvent il y a un manque de formation au management. Donc c'est touchy, mais moi ça me permet de voir en fait quand les personnes managent avec de manière sans avoir été formées comme elles le ressentent, ben là je suis obligé de regarder la personnalité. Comment déterminer de façon précise les traits de personnalité du candidat? Eh bien derrière, dans un deuxième temps, on fait ce qu'on appelle des tests de personnalité. Vous avez aussi les couleurs, enfin chacun a son mode de fonctionnement. Ces tests de personnalité-là sont un outil d'aide à la décision. J'insiste bien, ce n'est pas une boule de cristal. C'est par rapport à un panel de personnes. Vous avez des tests dits ipsatifs où on vous propose 2 phrases. Il faut choisir celle qui vous ressemble le plus. Donc, il y a différents prestataires sur le marché, mais ça permet surtout, la manière dont on fonctionne, c'est qu'on fait passer au candidat. Le candidat reçoit les résultats et après, on échange de savoir ce qui lui ressemble ou lui ressemble pas. Et on va prendre des cas concrets. L'objectif, c'est pas de piéger la personne, parce que souvent, il y a une peur, une appréhension par rapport à ça. C'est plutôt de dire après, bien, écoutez, à l'entreprise, ce candidat fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et pour le manager, du coup, il faut fonctionner comme ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui est très indépendant, qui a besoin d'être dans le collectif? Si vous le mettez tout seul en télétravail, ça ne va pas le faire. Il a besoin d'avoir du contact humain, etc., etc. Quel type d'indice donnez-vous au candidat dans le jeu de la découverte entreprise? Bien, sur l'histoire, le poste, qu'est-ce que l'entreprise va être capable de lui apporter? Une question insolite. Et là-dedans, on met un nombre d'informations que l'entreprise nous valide pour être le plus concret possible et montrer l'envers du décor. Existe-t-il des plateformes gratuites pour effectuer ces tests de personnalité? Je ne pourrais pas vous répondre comme ça. Si vous tapez tests de personnalité gratuits sur Google, je pense que oui. Après, sur la fiabilité, je ne sais pas que vous dire, parce que souvent, la fiabilité des tests de personnalité sont en rapport avec un panel, c'est-à-dire un nombre de candidats auprès desquels ils ont été construits. Plus il y a un panel, plus il y a un panel qui est grand, plus c'est fort. Les tests des couleurs, vous le savez sûrement, les fameux 4 couleurs, rouge, vert, jaune et bleu. Je ne sais pas s'il y en a, Elodie, elle est jaune. En fait, ça permet. Alors, le piège, c'est de mettre tout le monde dans des cases sur une seule et même couleur. Souvent, on est à un arc-en-ciel de ces couleurs-là, mais on a des prédominances sur certaines couleurs. Très rapidement, le jaune, c'est quelqu'un qui est très créatif, qui a plein d'idées. Voilà, je vois Elodie qui dit jaune à tendance vert. Le vert, c'est plutôt la personne qui est dans la médiation, qui va faire attention, qui n'aime pas trop les conflits, qui va être là pour mettre une bonne ambiance, qui va faire attention dans le groupe quand il y a un séminaire, par exemple, que tout se passe bien. Le rouge, c'est plutôt le pilote. C'est celui qui a, il a une idée, il faut la mettre tout de suite en œuvre. Là, maintenant, pas demain, pas après-demain, c'est là tout de suite maintenant. Et si ça ne se passe pas comme il veut, il est capable de se mettre en colère, par exemple. Et le bleu, c'est plutôt la personne qui est dans l'organisation, la précision. Si c'est 2, c'est pas 3 ni 4. C'est le tableau Excel, c'est etc., etc. Si vous voulez, on pourra faire un webinar uniquement sur ces couleurs-là. C'est assez marrant, je trouve. Et c'est surtout un formidable outil pour la communication dans l'entreprise. Chez Mian Boss, on l'a fait, nous, au niveau des équipes. Et c'est assez marrant parce que forcément, quand vous avez identifié qu'un tel ou un tel est plutôt vert, jaune ou a des tendances, quand vous présentez la chose, vous le faites de manière à ce qu'il réceptionne l'information avec sa couleur. Et c'est extrêmement intéressant, c'est même génial. Donc, mais on pourra faire un webinaire sur le sujet la prochaine fois.
Est-ce que je regarde l'heure, il est 11h moins le quart, 45 minutes. Si vous avez d'autres questions, je suis à vous. Sinon, n'oubliez pas que on peut se connecter via LinkedIn, hein. On peut continuer la discussion derrière. N'hésitez pas, tout ce webinaire sera en replay. Je m'excuse par rapport aux problèmes techniques, hein. Pourtant, je suis dans un endroit où non, ça ne pose pas de souci, mais comme quoi. Si je ne vous vois pas, je vois certains se déconnectent. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir écouté et j'espère à bientôt sur LinkedIn ou autre au téléphone ou par mail. Merci pour le. Oui, ça va aller. Ça se passe plutôt bien. Merci beaucoup. Merci, merci. Bonne journée à vous.